Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg en association avec TV78. Un flashback pour commencer, Jerzy Buzek a occupé la présidence du Parlement européen du 14 juillet 2009 au 17 janvier 2012. Retour sur son parcours avec Alberto Bevilacqua, chargé de mission à Europe Direct Seine-et-Marne. Witam wszystkim słuchaczom, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, un petit clin d'œil à nos amis polonaises et polonais pour introduire un personnage qui a joué un rôle majeur pour l'Union européenne du nouveau millénaire et emblématique d'une Europe de l'Est ayant été au cœur de l'histoire. Une histoire mouvementée, mais avec la puissante volonté de se soulever pour la démocratie et promouvoir toutes les valeurs de liberté et de dignité auxquelles les citoyens européens aspirent. Le personnage en question s'appelle Jerzy Buzek, eurodéputé depuis 2004 et ancien président du Parlement européen entre 2009 et 2012. Jerzy Buzek est donc le premier président issu d'un des États membres ayant intégré l'UE en 2004. Il fut professeur de sciences techniques, puis membre de l'Académie polonaise des sciences et représentant de la Pologne auprès de l'Agence internationale de l'énergie pour le programme consacré à l'effet de serre. Il a aussi été membre de Solidarność. Présenter sa biographie, c'est aussi évoquer l'histoire non seulement de la Pologne, mais de toute cette partie de l'Europe de l'ancien bloc soviétique et du pacte de Varsovie, qui se dressa contre les régimes autoritaires en faveur des droits humains et des libertés fondamentales. Déjà en 1980, Jerzy Buzek devient membre de Solidarność, une fédération de syndicats polonais fondée le 31 août 1980. Solidarność est dirigée par les célèbres dissidents Lech Wałęsa et Anna Walentynowicz, qui rassemblèrent les ouvrières des chantiers navals à Gdansk, prétendant des réformes du modèle de la République populaire de Pologne vers un régime démocratique. L'élargissement à l'Est de 2004 est une étape historique, car 10 pays intègrent l'Union européenne, du jamais vu dans l'histoire européenne. Jerzy Buzek est donc le symbole de cette partie de l'UE qui veut être protagoniste de son histoire et de l'histoire européenne. Malgré toutes les bonnes intentions de ce président dynamique et les grandes étapes franchies comme la signature du traité de Lisbonne, sa présidence est loin d'être simple. Le président siège au Parlement 20 ans après la chute du communisme. À ce moment-là, au lendemain des manifestations de joie, on commence à constater que le réveil après le rêve est très dur. On commence à ressentir la désillusion due à la difficile transition, les crispations toujours présentes entre Europe occidentale et orientale et des véritables crises de l'état de droit. Puis, les effets de la crise financière de 2008 se font ressentir dans l'économie réelle, ce qui empêche l'élaboration de grandes réformes ambitieuses comme la réforme fiscale, une intégration plus approfondie du Royaume-Uni, qui ne fait malheureusement plus partie de l'UE, et difficile introduction du service européen pour l'action extérieure, organe diplomatique européen. À l'aune de la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie, une proposition prophétique résonne, celle de créer une communauté énergétique commune pour mieux peser dans les négociations et acheter en commun le gaz et le pétrole européens. Déjà à cette époque, Jerzy Buzek avait mis en exergue le danger représenté par la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe. Quoi qu'il en soit, l'ancien président avait terminé son mandat par une phrase très simple, mais qui doit être lue comme une petite étincelle d'espoir, même aujourd'hui. L'Europe a été construite sur des rêves et nous n'avons pas le droit d'oublier ces rêves. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Christophe Grudler. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe au Parlement européen et vous êtes également membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie avec plusieurs collègues européens. Vous vous êtes rendu en octobre en Suisse pour évoquer les relations entre le pays et l'Union européenne. Une mission plutôt logique pour vous. Vous venez de Belfort, juste à côté de la frontière franco-suisse. Mais revenons un peu en arrière d'abord. La Suisse est entourée de pays qui font partie de l'Union européenne, mais pourtant, elle n'en fait pas partie. D'où ça vient ? Alors bon, il y a historiquement le fait que la Suisse, c'est quand même une agglomération de cantons qui ont dit non à l'empire des Habsbourg au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Et donc, il y a cette tradition aussi d'exister par soi-même au niveau suisse. Sauf qu'aujourd'hui, la Suisse est complètement interconnectée avec les pays voisins, dépend en partie du marché intérieur européen auquel elle a eu jusqu'à maintenant un accès qu'on va qualifier de privilégié dans l'attente de relations institutionnelles plus fortes. Et donc, voilà, donc il y a cette singularité suisse qu'il faut absolument respecter, tout en ayant la volonté que la Suisse puisse être intégrée dans un mouvement plus global, parce qu'on a les mêmes valeurs humaines, la même notion de la justice, de la liberté de la presse, par exemple, et des valeurs humaines en général.
Mais depuis de longues années, les relations entre l'Union européenne et la Suisse ont vu la signature de plusieurs accords bilatéraux en fonction de différents secteurs, à commencer par celui du libre-échange en 1972, puis plein d'autres, parmi lesquels l'accord sur la libre circulation, l'accord sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, mais aussi donc l'accord sur l'association complète de la Suisse à horizon 2020, un programme donc pour la recherche et l'innovation. Alors selon vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour l'instant dans ces accords bilatéraux et à l'inverse, qu'est-ce qui ne va pas encore totalement? Est-ce qu'on pourrait être amené à développer davantage? Alors il faut faire un rapide historique pour bien comprendre les choses, parce qu'en fait la Suisse envisageait à un moment soit d'adhérer à l'Union européenne, soit d'adhérer à l'espace économique européen. Et dans ce cadre-là, il y a eu, en cadeau de bienvenue quelque part, des accords bilatéraux qui ont été signés sur des secteurs spécifiques. Il y a eu pratiquement 110 accords bilatéraux qui ont été signés avec la Suisse. Et en 1992, il y a eu une votation en Suisse qui a dit non à l'espace économique européen. Donc, ça a un peu calmé un peu les choses. Voilà. Et donc, par contre, les accords bilatéraux qui étaient faits pour 10, 12 ou 15 ans, donc il y avait une durée limitée, eh bien, sont restés figés sur ces 10 ans. Et donc pendant ce temps, l'Union européenne et la Suisse ont négocié ce qu'on appelle un accord cadre, dont la négociation a commencé en 2014. Et malheureusement, en mai 2021, la partie suisse a arrêté unilatéralement les négociations pour dire non, on ne veut pas de cet accord cadre. Donc au bout de, on va dire 10 à 15 ans de négociations, enfin de négociations exploratoires d'abord, et puis après de négociations pures, eh bien on a perdu 15 ans et on est revenu avec une page blanche. Donc aujourd'hui, ce qui manque clairement, c'est un accord institutionnel à minima avec la Suisse pour lui permettre de bénéficier de l'ensemble des secteurs thématiques qui l'intéressent et qui intéressent aussi l'Union européenne, parce que ce type d'accord, c'est un accord où tout le monde s'y retrouve. C'est l'intérêt de la Suisse, c'est également l'intérêt de l'Union européenne. Donc il faut juste mettre le curseur au bon endroit pour qu'il y ait quelque chose d'équilibré entre nos deux entités. Alors du coup, depuis cette année, le Conseil fédéral de Suisse a souhaité relancer donc, ces discussions avec l'Union européenne. Alors c'est dans ce contexte que vous avez visité la Suisse et que vous êtes rendu dans le pays. Quels étaient les objectifs de ce voyage et qu'est-ce que vous y avez fait? Alors déjà, il faut voir que les parlementaires européens et les parlementaires suisses sont en relation toute l'année. Ils sont observateurs au niveau de l'espace économique européen et donc on a une fois par an une réunion qui se déroule soit en Suisse, soit dans l'Union européenne pour justement essayer un petit peu d'avancer. Alors, j'allais dire qu'en tant que membre de la délégation Union européenne suisse, on est un peu plus diplomate que parlementaire quelque part, puisqu'on fait beaucoup de relationnel pour expliquer aussi l'intérêt de déboucher rapidement, parce que c'est l'attente des citoyens tout simplement. Les citoyens européens et les citoyens suisses veulent un accord avec l'Union européenne d'un côté et veulent l'accord avec la Suisse de l'autre. Donc en fait, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer il y a 10 jours la présidente du Conseil national suisse, le président du Conseil des États, et puis à côté de Zurich la semaine dernière, à Rapperswil, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la secrétaire d'État en charge des affaires étrangères de la Suisse, Madame Leuil, avec laquelle on essaye de faire avancer les choses, évidemment à notre niveau. On n'est pas non plus président de la Commission européenne ni du Conseil européen, mais au plus concret, on a les moyens de convaincre, les moyens de dire qu'il faut aller de l'avant. Vous citiez le programme Horizon Europe, c'est majeur. La Suisse a une recherche, donc c'est les fonds de recherche pour préciser, a une recherche absolument exceptionnelle. On a besoin de la Suisse pour porter nos thématiques sur le quantique, sur les semi-conducteurs, sur l'espace aussi. Il y a vraiment beaucoup de domaines sur lesquels il faut vraiment renforcer nos relations avec la Suisse et puis essayer de trouver les éclaircissements les plus complets pour ce qui l'inquiète aujourd'hui. Parce qu'il y a une partie de la population suisse qui a peur de l'Europe, qui a peur notamment du droit dynamique européen, puisque en fait le nouvel accord qui est proposé par l'Union européenne, c'est la reprise du droit européen systématique dans le droit suisse. Et donc certains ont peur de ça. Donc il faut expliquer que ça ne va pas remettre en cause le droit suisse. Ça va être un droit en plus pour les citoyens suisses dans le cadre de cet accord avec l'Europe. Vous êtes, je l'ai dit, membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Alors l'énergie, justement, en France, on manque actuellement d'électricité. La Suisse, elle, de par ses montagnes, elle a construit de nombreux barrages hydroélectriques. Il y a des accords à développer au niveau européen, au niveau de l'énergie. Alors très clairement pour moi, une fois qu'on aura ce chapeau institutionnel, il faut absolument qu'il y ait un accord sur l'énergie avec la Suisse. Alors, dans les deux sens, parce qu'aujourd'hui,
L'énergie hydraulique suisse, c'est surtout de l'hydraulique de chute d'eau. Donc en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est un peu compliqué de produire de l'énergie. Quand il n'y a pas beaucoup de soleil aussi, parce qu'ils ont du photovoltaïque qui est plutôt pas mal. Et donc en fait, la Suisse n'est pas loin du risque de blackout s'il y a un hiver très très froid. Donc en fait, les solidarités avec les pays voisins, c'est quelque chose qui doit aller naturellement. Et par ailleurs, la Suisse s'investit beaucoup dans les domaines de l'hydrogène, d'autres énergies décarbonées. Et donc, il y a vraiment un intérêt commun à poursuivre les relations, à aller de l'avant dans l'innovation pour justement avoir un fonctionnement énergétique le plus efficace possible. Emmanuel Macron a lancé à Prague la communauté politique européenne, réunissant 44 chefs d'État européens, dont la Suisse qui était représentée. Cette nouvelle instance peut-elle aussi permettre d'aider aux relations entre l'UE et la Suisse et les dynamiser selon vous? Alors évidemment, j'étais très heureux de l'initiative d'Emmanuel Macron et moi je suis intervenu tout de suite pour dire invitons la Suisse. Alors il se trouve que c'était ce qui était prévu, donc ça tombait très très bien. Et la Suisse est venue, ce qui est aussi un bon signal, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette phase où on n'a pas d'accord avec la Suisse, plus on donnera des deux côtés des signaux positifs, plus on sera en capacité d'arriver à la table de négociation pour un nouvel accord. Donc c'était important que Ignacio Cassis soit présent à cette réunion de la communauté politique européenne à Prague. Il s'est engagé d'ailleurs dans un groupe de travail autour de l'énergie, ce qui prouve que c'est un sujet qui est important pour la Suisse. Et donc, c'est quelque chose d'effectivement très, très positif à poursuivre, évidemment, parce qu'il n'y a pas que ce geste-là. Il peut y en avoir d'autres sur le fonds de cohésion, comme les Suisses s'y sont déjà engagés. L'Union européenne peut sans doute aussi faire des gestes sur un certain nombre de politiques. Sur les alliances européennes, on peut avoir des consortiums Suisse-Union européenne. Donc, il faut aller de l'avant. Il ne faut surtout pas rester immobile sur sa chaise. Pour finir, Christophe Grudler, passons maintenant à un autre petit sujet, l'espace. Vous êtes un député très investi sur la question. On parle régulièrement de lutter contre la pollution de notre planète. Mais vous souhaitez aussi lutter contre la pollution dans l'espace. Actuellement, la NASA surveille plus de 27 000 débris spatiaux à ce jour. Alors déjà, Christophe Grudler, comment se fait-il que l'espace compte autant de débris? Alors déjà, il y a la mauvaise idée des Russes, des Chinois notamment, qui ont eu l'idée très originale d'envoyer un missile pour détruire un satellite et voir ce que ça donne. Alors, évidemment, un de leurs satellites. Et en fait, quand vous pulvérisez un satellite, c'est des dizaines de milliers de débris que vous propulsez dans l'espace. Et un simple boulon dans l'espace, avec la vitesse de propulsion, peut complètement endommager des satellites de géolocalisation, d'observation, satellites militaires, civils, etc. Donc en fait, chaque débris est dangereux, même s'il fait quelques centimètres. Alors la NASA surveille, mais la France aussi surveille, parce qu'il y a aussi des moyens de surveillance en France, pour justement qu'on arrête la loi de la jungle dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Si vous voulez, on est un petit peu comme au début de la voiture. Quand on avait mis les premières automobiles sur les routes, il n'y avait pas de code de la route, puisqu'il n'y avait que quelques voitures. Puis quand il a commencé à y avoir beaucoup de monde, on s'est dit, oh là, on va faire un code de la route, on va mettre des feux tricolores, des stops, etc. Eh bien, c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'espace. Et donc justement, vous avez demandé à la Commission européenne de légiférer sur le sujet en proposant une loi sur le trafic spatial. Oui. Vous voulez que cette loi soit donc votée avant 2024, l'année prochaine donc. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il porte? Il faut bien voir qu'il y a des milliers de satellites qui vont être lancés d'ici 2024 dans l'espace. Donc, mon souhait, c'est que la Commission prenne rapidement le sujet pour qu'on ait une loi européenne sur la gestion du trafic dans l'espace et que cette loi européenne nous permette après d'aller devant l'ONU ou dans d'autres instances mondiales pour avoir aller parler aux Américains, un accord global. Aux Chinois. Il nous faut les Russes, sinon on sort de l'impasse. Les Chinois, il nous faut les Américains, parce qu'il faut que tous ceux qui ont des satellites, en fait, soient d'accord pour une régulation du trafic. Alors ça veut dire aussi peut-être des transpondeurs sur les satellites, comme il y en a sur les bateaux. Ce qui permet, de toute façon les satellites militaires, on sait tous que c'est des satellites militaires, ils sont observés par les autres. Donc il n'y a pas de secret. Donc ça permet effectivement d'avoir des alertes anti-collision assez en amont, sans être obligé de surveiller. Mais la pollution, c'est pas que les débris, la pollution, c'est aussi le bilan CO2 des lancements qu'il faut aujourd'hui afficher pour pouvoir montrer que l'espace, c'est bon pour la planète, avec notamment des satellites qu'on va lancer qui vont surveiller le dégagement de CO2 d'origine humaine, les nouveaux Copernicus. Et puis, la pollution, c'est également la pollution lumineuse. Et quand on voit M. Musk qui, avec Starlink, envoie des chariots de satellites qu'on peut voir depuis la Terre
tout le monde est content, c'est beau, ces petites lumières, etc. Mais ça va nous empêcher d'observer l'espace pour nos astronautes hein, qui n'auront plus aucune possibilité d'observation. Et la lumière, c'est vraiment aussi une forme de pollution. Donc avec le projet de constellation de satellites européens dont je suis le rapporteur pour tout le Parlement, eh bien, on a mis une clause justement pour montrer l'exemple. Notre constellation de satellites européens, contrairement à Starlink, à Kuiper, à Telesat ou aux constellations chinoises, eh bien, ça sera la première constellation de satellites au monde à être sustainable, soutenable comme on dit, c'est-à-dire qu'on luttera contre la pollution lumineuse, contre les débris et contre les émissions de CO2 lors des lancements. Merci beaucoup Christophe Grudler Merci à vous. d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes député européen, membre du groupe Renew Europe au Parlement européen. Merci. Zone Europe Voyage. Voyager dans l'assiette, nous avons rendez-vous avec Benjamin Revel, chef de la Musardière à Giverny, dans le département de l'Eure. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner du silure. Le silure, c'est un poisson d'eau douce. C'est une belle bête. Bon, là, on est sur un petit silure. Ça peut faire jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. Bon, c'est assez rare, mais voilà, ça peut être assez gros. Et on va cuisiner du coup avec du fenouil. Le fenouil, on va utiliser l'entièreté du fenouil. On va utiliser donc les branches de fenouil. On va avoir du coup le bulbe. Ensuite, on va avoir besoin également d'oignons rouges nouveaux. Là, on a du vinaigre de cidre, de l'huile de tournesol, du poivre, du sel et du beurre. Alors, tout d'abord, on va commencer par lever le filet de silure. Donc là, on va prélever seulement une belle partie du dos. Il faut savoir que selon le morceau du silure, on va avoir différentes utilisations. Le dos, ça va plutôt être pour snacker ou pour rôtir. Voilà, c'est plus un morceau qu'on va utiliser de manière noble, on va dire. Et à la partie ventrale et les joues et le bout de la queue, on va plus s'en servir pour fumer ou éventuellement des rillettes, enfin des recettes qui vont être transformées. Donc voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un couteau bien aiguisé parce que le silure a une peau qui est assez ferme. Voilà. Donc on va inciser la partie dorsale. Et là, on va inciser juste derrière la tête. Hop. Voilà, donc on longe l'arête. Hop. Donc on est sur une chair claire, ferme, qui pourrait être comparée à la lotte. C'est un poisson sur lequel on ne va pas consommer la peau puisqu'elle est très élastique et ferme. Voilà, c'est vraiment pas du tout. Donc pour enlever la peau, on fait une première petite incision en début de filet et ensuite on va passer en dessous de la chair tout en tenant la peau avec la main gauche. Et là, voilà, c'est bien d'avoir un couteau qui coupe bien. Donc ensuite, on va portionner le silure. Alors voilà, tout simplement, voilà, couper en deux. Et là, ça nous fera une pièce pour 2 personnes. Ça, on va les réserver pour l'instant. Alors du coup, on va commencer par la base, c'est-à-dire éplucher tous nos légumes. Donc on va commencer par les oignons. Alors l'oignon rouge nouveau, on va pas énormément l'éplucher puisque comme il est nouveau, il n'a pas séché autour. On va juste enlever la première couche. Le fenouil, lui, on va tout garder, à part la partie de la racine. Mais sinon pour le reste, on va garder tout. Et ensuite les branches, on va seulement séparer grossièrement la partie des branches, des grosses branches. Voilà, avec les plus petites feuilles. Et voilà. Donc on a ces éléments-là. Alors du coup les oignons, on va les émincer. Donc, pour les émincer, on les coupe en deux. On les garde de ce sens-là. On va venir les tailler finement de ce côté-là.
on va les débarrasser pour ensuite passer au fenouil. Donc le fenouil, dans un premier temps, on va prendre les petites branches. On va émincer aussi, mais on va les tailler vraiment très finement. Parce que c'est une partie qui est quand même assez ferme. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment des petites tranches assez fines comme ça. Et ensuite, on va s'occuper du bulbe de fenouil. Donc là, on va le ciseler. L'idée c'est de le couper en deux, de tailler une première fois dans ce sens-là. Ça s'appelle ciseler. Voilà. Et ensuite, on va émincer de ce côté-là. Le but c'est d'obtenir vraiment des petits cubes. L'idée c'est de ne pas mettre le cœur. D'ailleurs, je vais l'enlever. Et ça, on peut l'utiliser éventuellement pour mettre dans une soupe ou si on veut faire une base de sauce ou un fumé avec l'arête du poisson, on peut très bien s'en servir. Donc on va le garder. Donc l'oignon rouge, lui, on va le ciseler. Donc pour le ciseler, on va le mettre côté fan vers nous. Voilà, on taille de ce sens-là. Ensuite, on va tailler de ce sens-là. Et pareil, on va venir émincer. Voilà, encore une fois, ça, on va pouvoir s'en servir dans notre bouillon ou dans notre soupe. Donc là, les feuilles de fenouil, les branches fines en tout cas, on va vraiment les hacher très finement. C'est un peu comme on ferait avec du persil. Et là, on va vraiment chercher à avoir quelque chose de très fin. On va prendre donc les branches, on a gardé également du fenouil. Et là, celles-là, on va vraiment les couper tout simplement. Voilà, ça on va les réserver sur le bord de la planche. Maintenant qu'on a fait tous nos taillages, notre poisson, pardon, il est portionné, on va pouvoir s'occuper des cuissons. Dans un premier temps, on va s'occuper de cuire la tombée de fenouil. Voilà, on va mettre à feu moyen. On va venir mettre donc l'huile de cuisson. Et on va commencer par y mettre les oignons. Quand ça commence à se détendre un peu, on va pouvoir mettre le fenouil avec. Voilà. En parallèle, on va commencer la cuisson de notre poisson. C'est un beau morceau, donc il va mettre quand même un certain temps à cuire. Donc on va mettre, pour commencer, de l'huile. Ensuite, on va y mettre les branches de fenouil. En fait, on va venir parfumer la matière grasse dans laquelle on va le cuire. Là, évidemment, si on n'aime pas le fenouil, vaut mieux vraiment pas faire cette recette. Là, on va y mettre un tout petit peu de vinaigre de cidre. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de le couvrir pour pouvoir... On ne va pas ajouter d'eau, on va vraiment rien ajouter d'autre que le vinaigre de cidre pour que ça cuise dans son propre jus en fait. Les branches de fenouil qui commencent à être bien rôties, c'est parfait. On va venir les débarrasser. Alors là, on va passer la cuisson de notre silure. Donc, tout d'abord, on va l'assaisonner. Le poivre de chaque côté. On va le saisir légèrement, mais c'est pas une chair qui aime trop être trop agressée, donc on va y aller assez doucement quand même. Après, n'hésite pas à baisser un peu le feu après. Là, on a le silure qui commence à avoir une légère coloration en dessous. Donc là, on va pouvoir le retourner. On ne veut pas une coloration trop importante. Voilà, ça on est pas mal. Donc là, une fois qu'on l'a retourné, on va le rôtir au beurre. On reste quand même en Normandie. Utiliser un petit peu de beurre, c'est important. Voilà, on va venir l'arroser.
Là, on va le débarrasser. Hop. Voilà. Alors ça, on va le mettre au four. On a bien à 200 degrés. On va mettre ça 15 minutes. Hop, et c'est parti. Ensuite, on va récupérer donc, la poêle dans laquelle on a fait cuire le poisson. On va se servir du beurre qu'on a utilisé. Donc là, il est noisette. Donc là, on va y mettre le fenouil qu'on a haché et les oignons rouges. Et ça, on va les faire rôtir. Alors là, c'est bon, ça fait 10 minutes. On va pouvoir retirer notre poisson du four. On va juste vérifier la cuisson. Alors là, du coup, on va le couper en deux au milieu. Voilà, on a une belle cuisson. Donc là, on va pouvoir passer au dressage. La première chose, on va déposer notre compoté d'oignons et fenouil. Donc là, on va se mettre sur le côté de l'assiette. Donc là, j'ai préparé une poudre de fenouil. Donc en fait, j'ai pris les branches, je les ai mis à déshydrater. Donc ça, on va simplement déposer sur une face le fenouil sur la poudre. Et du coup, ça va venir se coller dessus. On va faire une légère croûte. Voilà, et on va poser le morceau de silure sur notre compoté. Et ensuite, on va reprendre notre petite sauce qui va apporter la fraîcheur et l'acidité. Également, encore une fois, des branches de fenouil pour venir décorer le plat au final. Alors voilà, donc pour petit rappel, donc on a travaillé 3 éléments, le silure, le fenouil et l'oignon. Donc on a en base d'assiette, on va avoir la compotée de bulbes de fenouil et d'oignon. Ensuite on a le silure qu'on a fait rôtir au beurre. Une petite poudre de fenouil pour venir recouvrir le dessus. Le condiment qu'on a fait avec les branches de fenouil et l'oignon rouge nouveau. Et ensuite au-dessus on retrouve les petites feuilles de fenouil pour apporter un peu de fraîcheur. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Zone Europe sur Sensation.